reprendre. Donc, comme je disais, pour un signal de parole, vous avez en abscisse donc une grandeur qui correspond à la pression en fonction du temps, en ordre donné, et en abscisse, c'est le temps. Okay. Alors évidemment, ce que vous avez à la sortie d'un micro, ce que vous avez à l'entrée d'un micro, c'est la pression qui varie en fonction du temps, et le micro transforme ça en courant électrique en fonction du temps. Alors, autre exemple de signal, ce sont les signaux de communication. Donc, typiquement, les ondes radio. Les ondes radio, ce sont tout simplement des ondes électromagnétiques. Donc, un couple vecteur électrique, vecteur magnétique, qui varie en fonction du temps en chaque point de l'espace. Alors, il y a des signaux un peu plus exotiques, comme les vibrations de structures métalliques. Donc, par exemple, on peut enregistrer les vibrations d'une plateforme pétrolière, d'un moteur, et ça permet de éventuellement analyser les défauts potentiels de cette structure. Donc ça, ce sont des exemples de signaux monodimensionnels, donc 1D, une grandeur physique qui varie en fonction du temps. Maintenant, voyons un exemple de signal bidimensionnel. Eh bien, le meilleur exemple, ce sont les images. Alors, une image, c'est quoi? C'est tout simplement, pour une image monochrome, en tout cas, c'est une intensité lumineuse qui varie en fonction des coordonnées x, y. L'intensité est une fonction des coordonnées x, y d'un point sur l'image. Alors si vous avez une image couleur, eh bien là, vous n'avez plus une fonction scalaire de x, y, mais une fonction vectorielle, c'est-à-dire que vous avez trois grandeurs qui varient en fonction de x, y, c'est-à-dire l'intensité dans les rouges, l'intensité dans les bleus et l'intensité dans les jaunes. Donc voilà, on a vu ce que c'est un signal, maintenant on va voir ce que ça signifie traiter les signaux. Alors, si on étudie les signaux, c'est pas juste parce qu'ils sont jolis, pas juste parce que ça fait des jolies formes comme ça, c'est parce que chaque signal porte une information. Un signal porte une information. Un signal de parole véhicule à la fois un message textuel, qui est ce que vous voulez dire, et puis un message non verbal, qui sont les émotions véhiculées par votre voix, ainsi que votre identité. Un signal électrophysiologique, comme les électrocardiogrammes, les électroencéphalogrammes, véhicule des informations sur votre état, que ce soit votre état de sommeil ou votre état de santé. Un signal, donc, comme je disais, les vibrations d'une structure métallique, que ce soit un moteur, une voiture, une plateforme pétrolière, vont porter implicitement des informations sur les défauts éventuels de cette structure métallique.
signal de communication, lui, il est explicitement conçu par la main de l'homme pour véhiculer des informations. Là, c'est un signal. Là, ce sont des signaux complètement artificiels qu'on crée explicitement pour véhiculer des informations. Et l'objectif du traitement du signal, ça va être d'analyser ces signaux pour extraire l'information. Objectif, extraire l'information véhiculée par les signaux. Donc, je résume. On va avoir d'un côté le monde physique avec des signaux. Des signaux, donc qui sont des grandeurs physiques qui varient en fonction du temps ou des coordonnées d'un point dans l'espace. Et puis de l'autre côté de la barrière, on a le monde informatique. Et dans ce monde informatique, eh bien, on va extraire l'information des signaux physiques. Extraction. Alors, le problème, c'est que le chemin entre les deux n'est pas direct. Première chose, le signal, il va falloir le capter. D'accord ? Un ordinateur, il traite juste des nombres. Le signal, c'est une pression, une onde électromagnétique, donc il va falloir un capteur. Donc, typiquement, pour un signal sonore, le capteur, c'est un micro suivi d'une carte son. Et alors, une fois qu'on a capté le signal, malheureusement, il n'est pas directement, on ne peut pas directement extraire l'information, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans le monde physique, on a des perturbations. Par exemple, si je prends un signal sonore, hein, il va être entaché par du bruit. Donc on va mettre ça en bleu. Donc là, on va avoir du bruit qui va s'ajouter. Pour une image, quand vous observez une image satellitale, l'image, elle n'est jamais très nette. Il y a toujours des nuages entre le satellite et le terrain que vous observez. Donc là encore, ces nuages, du point de vue image, c'est du bruit. Autre perturbation, les capteurs sont rarement parfaits. C'est arrivé qu'on ait des télescopes qui soient myopes. Bien quand vous faites de la prise de son, ça arrive que le son sature le micro. Et donc avec votre micro, vous ne captez pas le son qui a été émis. Vous captez un son écrété. Donc le capteur, il a des défauts. Donc finalement, ce qu'on a à la sortie du capteur, hein, c'est un signal qu'on ne peut pas directement analyser. Donc il va falloir faire un certain nombre de transformations. Avant de pouvoir extraire l'information. Alors ces transformations, qu'est-ce que ça peut être? Dans le cas d'un signal audio bruité, là, la transformation, ça peut être un filtrage pour éliminer le bruit. Pareil, si vous avez une image bruitée, c'est-à-dire une image avec des nuages dessus, ou une image mal captée par vos capteurs d'image, il va falloir éliminer le bruit
qui altèrent ce signal. Donc, par exemple, un filtrage. Alors il y a autre chose, c'est que même si même s'il n'y a pas de bruit, même si le capteur est parfait, le signal lui-même n'est pas forcément directement exploitable. Je pense par exemple à la reconnaissance vocale. Quand on fait la reconnaissance vocale, avec ça directement, on ne peut rien faire. En fait, il va falloir transformer le signal dans un nouvel espace de représentation. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des MFCC, c'est des vecteurs acoustiques qui représentent le signal, mais dans un autre espace. On va représenter différemment les choses. Et une fois qu'on aura changé d'espace de représentation, on pourra extraire l'information plus facilement. Donc changement de représentation. On verra dans le chapitre suivant qu'un changement classique de représentation, c'est de représenter les choses dans le domaine spectral, où quelquefois les informations sont visibles beaucoup plus facilement, donc plus facilement extractibles. En ce qui concerne les signaux de communication, alors en général, les signaux de communication donc sont transmis sous une forme assez particulière pour pouvoir transiter à travers le canal. Et une fois qu'on les a captés, eh bien, il va falloir les transformer pour extraire l'information émise. Et cette transformation, c'est par exemple une démodulation. On va voir ça. Bon, voilà un exemple très simple, c'est la modulation d'amplitude. Quand vous voulez transmettre une information en modulation d'amplitude, vous avez votre information qui est un signal qui varie en fonction du temps. Par exemple, donc ça peut être soit des données binaires, soit un signal audio. Et ce signal, vous ne pouvez pas le transmettre directement par voie radio, parce que son spectre est concentré dans les basses fréquences, et donc ça impliquerait des antennes gigantesques. Donc en général, quand on veut transmettre des informations par voie radio, eh bien, on module une porteuse. C'est-à-dire que l'information va être portée par une sinusoïde à haute fréquence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 1 à cette information, et le 1 plus m de t va multiplier une sinusoïde haute fréquence. Et donc le signal radio modulé en amplitude, eh bien, c'est une sinusoïde, mais dont l'enveloppe temporelle varie au cours du temps. Et l'information, donc ici, est portée par l'information transmise est portée par l'enveloppe du signal radio. Donc ici, qu'est-ce que ça va être la démodulation? Donc là, le capteur va capter ce signal-là, le signal radio modulé en amplitude, et la transformation, ça va consister à extraire l'enveloppe de ce signal radio pour retrouver le modulant, c'est-à-dire l'information originale. Oui. Oui, l'enveloppe, c'est juste la ligne en pointillé qui correspond à la frontière disons, aux amplitudes max de la sinusoïde. Si on arrive à extraire, s'il n'y a pas de bruit sur la liaison, si la liaison est parfaite, si elle transmet sans rien altérer, à la fin, l'enveloppe correspond exactement à l'information transmise. Après, le problème, ce sont les techniques d'extraction d'enveloppe qui ne sont pas parfaites. Donc ça peut modifier légèrement le signal. Mais en général, l'altération du signal provient plutôt des défauts de la liaison que de la technique d'extraction d'enveloppe.
Donc là-dedans, on a vu plusieurs choses. Donc on a parlé de signaux, d'extraction d'informations, de filtrage, de représentation. Bien, et autre chose, donc le filtrage par exemple s'appuie sur une modélisation du monde physique. On ne filtre pas comme ça sans savoir, sans aucune information. À chaque fois, on s'appuie sur une modélisation du monde physique, que ce soit le canal de transmission du signal ou le signal lui-même. Bien, ce sont tous ces termes-là, modélisation, signaux, filtrage, extraction d'informations, représentation des informations, qui vont en quelque sorte définir ce qu'on fait en traitement du signal. Alors, on verra plus en détail après. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'est un signal, ce que c'est traiter un signal, on va voir une autre notion importante qui est la notion de système. Alors ici, donc système, c'est pas système au sens système d'exploitation. Un système ici, c'est une entité physique. Qui transforme un signal. Alors là encore, c'est une définition extrêmement vague, qui ne nous engage pas à grand-chose. N'importe quoi peut être un système. Alors, à commencer par toutes les opérations de transformation qu'on va faire. Les filtres numériques, les démodulations, les changements de représentation, tout ça, ça va être des systèmes. Donc ça, ce sont des systèmes généralement numériques, puisque les outils dont on va disposer pour traiter les signaux seront des outils implémentables sur un PC. Et puis de l'autre côté, dans le monde physique, eh bien, tout ce qui va véhiculer le signal va être un système. Donc, en particulier, un capteur est un système. Un micro, c'est un système qui transforme un signal acoustique en signal électrique. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'un signal passe à travers un système, il en sort rarement indemne. Comme je vous l'ai dit, le micro altère un peu le signal, éventuellement, si vous avez des saturations, ça écrète le signal. Un autre exemple, tous les canaux de communication, les fibres optiques, les câbles métalliques sont des systèmes du monde physique. Puis vous avez aussi des systèmes biologiques. Un exemple, c'est l'oreille.
fait une oreille, elle transforme un signal acoustique en une suite d'impulsions électriques sur le nerf auditif. On va transformer une pression, une variation de pression, en impulsion électrique. C'est-à-dire que quand vous entendez un son à une fréquence donnée, eh bien, ça va exciter un paquet donné de fibres dans votre nerf auditif. Et plus le son sera fort, plus les impulsions électriques seront rapprochées les unes des autres. Et là encore, la transformation n'est pas parfaite. On va voir un exemple. Imaginez que vous entendiez, donc on va à l'échelle des temps, imaginez que vous entendiez un bruit assez fort pendant une certaine durée, alors, pas n'importe lesquels, donc disons pendant une seconde, vous entendez un bruit. Et puis, 10 millisecondes plus tard, donc un très court intervalle de temps plus tard, vous entendez un autre bruit. Mais beaucoup plus court, plus bref. Et entre les deux, vous avez un écart de niveau de 20 dB. Donc 20 dB, ça correspond à peu près à... Un écart de 20 dB, ça correspond à la différence de niveau entre le niveau de la voix quand vous parlez normalement et quand vous criez. D'accord? Donc vous entendez, enfin, vous n'entendez pas forcément, mais on émet un bruit, 10 millisecondes de silence, et un tout petit bruit, beaucoup plus court et plus faible. Donc ça, c'est ce qui est émis. Et maintenant, ce qui est perçu par l'oreille, c'est juste ça. D'accord? C'est-à-dire que l'oreille ne transforme pas, ne fait pas une transformation transparente. L'oreille ne véhicule pas les signaux auditifs de manière transparente. À chaque fois, il y a une transformation qui dégrade les signaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le masquage temporel. C'est-à-dire qu'un son peut masquer un son plus bref qui le suit. Donc, dans le monde physique, vous avez une infinité de systèmes qui peuvent véhiculer les signaux, des systèmes acoustiques, électriques, électromagnétiques. Et à chaque fois qu'un de ces systèmes véhicule un signal, eh bien, il altère, il déforme le signal. Donc c'est pour ça qu'après, on a besoin de traitements pour restituer le signal original. Alors maintenant, on va voir de manière plus précise quelques exemples de signaux. Et on va commencer par les signaux électrophysiologiques. Alors on va s'y intéresser dans un contexte particulier qui est l'analyse du sommeil. Voilà. Et donc on peut décomposer les états de vigilance. Donc
personne entre veille et sommeil. Et le sommeil, comme vous le savez peut-être, se subdivise en deux types de sommeil. Le sommeil orthodoxe, dans lequel vous n'avez aucune activité musculaire, aucune activité cérébrale, un vrai sommeil de plomb. Et le sommeil paradoxal, où vous n'avez aucune activité musculaire, mais votre activité cérébrale est celle de quelqu'un éveillé. C'est pendant le sommeil paradoxal qu'on rêve en particulier. Et toutes ces phases de sommeil peuvent être observées avec des signaux électrophysiologiques qu'on a vus tout à l'heure. Donc, l'électroencéphalogramme, qu'on appelle EEG, en abrégé, qui mesure la différence de potentiel entre deux points du cerveau. L'électro-oculogramme, qui va mesurer l'activité électrique des yeux. Et cette activité électrique, en fait, elle est produite par le mouvement des yeux. Si vos yeux ne bougent pas, il n'y a pas d'activité électrique. Et enfin, l'électromyogramme, qui est produit par l'activité musculaire, les mouvements des muscles provoquant des variations de tension, qui sont mesurées par des électrodes placées de chaque côté du menton. Donc, en abrégé, électrokyogramme, c'est EOG, et électromyogramme, EMG. Alors, quand on observe ces états, donc, ici, on a un EOG, EOG, EEG et EMG. Non, trompé, là c'est EOG. Voilà. Donc on voit ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que pendant l'éveil, eh bien les quatre signaux présentent une activité électrique, EEG, EOG, EMG, tout est en activité. Et pendant le sommeil paradoxal, l'électromyogramme est à plat, il n'y a aucune activité musculaire. Par contre, l'EEG et l'EOG ont à peu près la même activité que pendant la phase d'éveil. D'accord ? Et donc, si on branche des électrodes sur quelqu'un comme ça pendant toute une nuit, et qu'on enregistre ces quatre signaux, et en observant l'évolution des signaux, et on peut segmenter, reconnaître les différentes phases de son sommeil. Donc ça, c'est utile pour détecter d'éventuels troubles du sommeil, comme l'apnée nocturne, les insomnies, les hypersomnies, qu'est-ce qu'il peut y avoir
somnambulisme aussi. Donc, en enregistrant ces signaux et en regardant leur évolution, eh bien, on peut analyser le sommeil de quelqu'un. Alors, si on fait ça à la main, eh bien, c'est assez long, ça prend quelques heures pour un médecin de faire ça. D'où l'intérêt d'avoir des techniques de segmentation automatique. Donc pour ça, on a des techniques de signal, de traitement de signal, qui vont repérer les ruptures dans le signal. Donc une rupture, ça va être un changement de modèle, quand on va passer d'un mode activité à un mode pas d'activité. Et à partir de cette segmentation, eh bien, on va pouvoir classifier les différentes phases du sommeil et éventuellement détecter automatiquement les troubles ou aider le médecin dans son diagnostic. Deuxième exemple, le son. Alors dans le son, il y a plein d'applications possibles. D'abord des applications de type analyse. Donc, la plus populaire de ces applications, c'est par exemple la reconnaissance vocale. Un autre exemple d'analyse du son, c'est la détection de défauts dans une machine. On peut enregistrer le son d'un moteur et repérer des défauts comme ça dans ce moteur. Le complémentaire de l'analyse, c'est la synthèse. Donc là encore, dans le domaine des technologies vocales, eh bien, vous avez la synthèse sonore. Puis, bien sûr, la synthèse musicale. Enfin, la synthèse vocale, pardon. Ou la synthèse musicale. Et troisième classe d'applications, ce sont toutes les applications de transformation du son. Alors, la transformation, ça peut être des transformations ludiques, par exemple les petits appareils qui permettent de modifier la hauteur de votre voix, ou bien dans le domaine de la création musicale, tous les logiciels qui créent de la réverbération artificielle ou qui créent des ambiances de salle. Ça peut être des transformations plus sérieuses. Par exemple, à l'INA, il y a des gens qui font de la restauration d'archives sonores. C'est-à-dire qu'ils prennent des vieux enregistrements et puis ils éliminent les crics, les cracks, tous les petits bruits qu'il peut y avoir sur les vieux enregistrements. Un autre... alors, sinon, donc, un autre type de débruitage, donc ça, c'est ce qu'on appelle du débruitage. Alors, quand on restaure des archives, c'est du débruitage offline. C'est-à-dire qu'on a tout notre temps pour débruiter une bande magnétique. Et puis, il y a du débruitage en temps réel. Ça, c'est ce qu'on fait dans les télécoms. En particulier, c'est une application qui s'est vachement développée depuis l'apparition du téléphone portable. C'est-à-dire qu'autrefois, les gens téléphonaient chez eux dans un environnement assez calme. Et puis, dès lors que le téléphone portable est arrivé, les gens se sont mis à téléphoner dans des endroits bruyants, dans la rue, dans le métro, dans le train. Et donc pour maintenir la qualité des communications, eh bien, est apparue la nécessité de débruiter en temps réel le son. Alors on va voir un exemple de ça.
ça, c'est juste une version de démo d'un logiciel commercial de débruitage qui s'appelle Clear Voice. Pacific Boulevard, Los Angeles, California, 96034. And the name of the ship? MV Pacific Centaur. Loading in, Sean, is that right? No, loading Kusan, And where's she discharging? San Francisco. Now, I need the details of marks and numbers on the... Donc voilà, c'est une conversation téléphonique avec un environnement, un bruit de fond assez important. Donc, avec une technique de débruitage, eh bien, on va essayer de réduire ce bruit. Donc voilà actuellement ce qu'on peut obtenir comme résultat. Okay, what's the serial number? 175. And is there a reference number for the forwarding agent? 05/992. Okay. Consignee's name and address, please. Stoppies Department Store, 1001 Pacific Boulevard, Los Angeles, California, 96034. And the name of the ship? MV Donc voilà. Donc, comme vous le voyez, on a réussi à réduire sérieusement le bruit. Par contre, ça, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais ça déforme un peu la voix. La voix, en général, quand on fait des débruitages, apparaît nettement plus robotique. Donc, en général, il y a des tas de techniques de débruitage. Celle de ce logiciel, comme c'est un logiciel non ouvert, je ne sais pas laquelle c'est. Mais en général, une technique courante, c'est d'estimer les propriétés du bruit pendant les instants de silence. Et ensuite, à partir de cette modélisation du bruit, eh bien, modifier le signal audio pendant les périodes d'activité vocale en retranchant Donc en général, on travaille dans le domaine fréquentiel. Donc on retranche le bruit dans les fréquences où le bruit est trop fort par rapport à la parole. Et puis on garde la parole dans les fréquences où c'est la parole qui est la plus forte. Et on lisse tout ça. Voilà les principes de manière très, très grossière. À partir d'un morceau avec une seule piste. Oui, ça s'apparente aux techniques de débruitage, c'est ce qu'on appelle la séparation de sources. Mais avec un seul enregistrement, avec une seule piste, c'est assez difficile. Quand on est en stéréo, c'est un peu plus facile. Je ne connais pas. D'accord. Et en partant d'une seule piste. D'accord. Oui, ça ressemble à ce qu'il dit. Ce sont des techniques de séparation de sources. Un des moyens possibles, c'est en fait d'analyser, de représenter le signal comme un ensemble de paramètres, un ensemble assez réduit de paramètres qui évoluent au cours du temps. Ces paramètres ont des trajectoires. Typiquement, c'est pour un
instrument, on a un instrument est représenté par un certain nombre de paramètres, un autre instrument est représenté par le même type de paramètres, mais qui n'ont pas les mêmes trajectoires. Et puis après, on fait du suivi de trajectoires et on peut, comme ça, de cette manière, séparer les instruments. C'est une des techniques possibles. Alors, autre application sonore, c'est l'annulation d'écho. Annulation d'écho. Alors, l'annulation d'écho, on en a besoin dès qu'on a un micro et un haut-parleur dans la même pièce. Si vous avez, ça c'est un haut-parleur, un micro, si je parle dans le micro et que le micro est couplé au haut-parleur, eh bien le micro va capter non seulement ma voix directe, mais aussi ma voix qui sort du haut-parleur, et ça fait ce qu'on appelle un effet Larsen. Ça fait un système instable, et ça finit par saturer le haut-parleur. Alors ça, c'est un problème qui est apparu avec les communications main libre. Donc, que ce soit les téléphones portables qu'on utilise, ou n'importe quel téléphone utilisé en mode main libre, ou bien les systèmes de visioconférence ou d'audioconférence. Alors voilà la problématique. Vous avez ici une salle de téléconférence avec un haut-parleur et puis un micro. Donc on a un locuteur A qui est en communication avec un locuteur B. Donc ça, c'est la voie de réception, RX comme réception pour le locuteur A, et là, c'est la voie d'émission, donc TX, comme transmettre. Donc en fait, là, c'est une liaison téléphonique. Voilà. Ok. Donc le locuteur B me parle par ce fil, et moi je lui parle par ce fil. Alors quand je vais parler à B, à la sortie de mon micro, je vais avoir la voix de A plus la voix de B qui est arrivée par le haut-parleur, qui s'est réfléchie sur tous les murs de la pièce et qui arrive aussi au micro. Donc à la sortie du micro, j'ai la voix de A plus la voix de B transformée par la salle. J'appelle quand est-ce la salle. Ok ? J'ai la somme de deux signaux à la sortie du micro. La voix directe de A et la voix de B qui s'est réfléchie un peu partout, donc qui a été transformée, atténuée, réverbérée par la salle. Et donc, mon correspondant B va entendre sa voix en écho. Et ça, on ne veut pas. Donc, on va introduire ce qu'on appelle un annuleur d'écho. On a abrégé AEC. Donc, AEC, ça signifie acoustique, écho, canceller. Donc, un annuleur d'écho acoustique. Qu'on va introduire sur la liaison, comme ça. Alors cet annuleur d'écho, principalement, c'est un filtre adaptatif qui va simuler la salle. Donc il simule S.
particulière pour modéliser. On va modéliser la salle par un filtre qui va simuler cette salle. Et la voie de B qui passe à travers ce fil en émission, là, je vais la dériver vers ce filtre. Donc à la sortie du filtre, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'équivalent de la voie de B transformée par la salle. Là, j'aurai la voie de B transformée par S. Ok? Donc là, j'émets la voie de A plus la voie de B transformée par S. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais retrancher ce signal. Je vais retrancher la voie de B transformée par S. Donc, il ne me restera plus à la sortie que la voie de A. D'accord? En fait, ici, il y a un moins. Vous l'avez vu? Là, il y a un plus. Voilà. Ah, évidemment, c'est pas parfait parce que ce filtre adaptatif, c'est juste une estimation, une modélisation, une simulation de la salle. Si on se plante dans la simulation, eh bien, il restera un écho résiduel. Donc ça, c'est utilisé aujourd'hui dans pratiquement tous les systèmes de visioconférence. Alors, on va voir un exemple en image. Alors, en image, une des grandes applications, surtout ici, ce sont les images biomédicales. Donc là, vous avez une image, une mammographie. Et donc quand on observe une mammographie, l'objectif c'est de détecter des cancers éventuels ou des risques de cancer. Et ça, on le repère avec ce qu'on appelle des microcalcifications. Une microcalcification, c'est un petit caillou à l'intérieur du sein. Et quand on en détecte un, eh bien, ça correspond à un risque de cancer. Alors, le problème, c'est que donc, ces microcalcifications, comme le nom l'indique, elles sont minuscules. Donc, le médecin peut ne pas les voir. Ou, s'il veut être sûr de les voir, il va falloir faire quelque chose d'assez fastidieux. Il va falloir faire un zoom sur une petite surface et puis balayer ce zoom sur toute l'image. Ça prend du temps. Alors on a des techniques en image qui vont permettre de simplifier ce travail. Ce sont des techniques de détection. Alors, le principe, c'est que cette image, enfin l'intérieur du sein a une certaine texture. C'est-à-dire que une texture, c'est un motif d'image qui se répète, pas de manière régulière, mais on observe quelque chose d'assez régulier. Donc cette image a une certaine texture, et les microcalcifications, ce sont juste des petits cailloux blancs, j'en ai entouré un ici, qui rompent la structure. Ce sont des éléments qui ne correspondent pas à la structure. Donc on va avoir des méthodes de détection de rupture, comme pour les électrocardiogrammes, qui vont permettre de détecter ces microcalcifications. Alors évidemment, ce n'est pas la machine qui va prendre la décision à la place du médecin, mais ça va permettre de localiser des zones des zones d'intérêt, où on va dire au médecin, tiens, ce serait intéressant de regarder dans cette zone. Apparemment, il y a une rupture, donc il risque d'y avoir une microcalcification dans cette zone de l'image, et donc le médecin va pouvoir faire un zoom sur la zone d'intérêt.
avant de conclure, on va dire deux mots sur la place du traitement du signal dans le champ scientifique. Parce que c'est une discipline normalement assez nouvelle pour vous et qu'on a parfois du mal à situer par rapport aux autres disciplines. Alors, d'après ce qu'on a dit, les signaux qu'on traite, c'est des choses qui appartiennent au monde physique. Les techniques d'analyse, d'extraction d'informations, de synthèse dont on a parlé, ça relève, disons, des maths et de l'info. Et puis, toutes ces méthodes, il va bien falloir les implémenter un jour. Donc ça va se faire soit sur des ordinateurs, soit sur des processeurs spécialisés de traitement du signal. Donc ça relèvera de l'info. Soit éventuellement sur des circuits électroniques. Donc ça peut être soit des circuits analogiques pour certaines fonctions, soit des FPGA ou des composants numériques très simples. Donc voilà les grands domaines sur lesquels auxquels on touche un peu. Et en fait, le traitement du signal, eh bien, c'est entre tout ça. C'est-à-dire que du point de vue des objets étudiés, c'est proche de la physique. Du point de vue des méthodes utilisées, c'est proche des maths et de l'info. Et du point de vue de l'implémentation, eh bien, c'est proche de l'info, voire pour certains de l'ELEC. Alors, je préviens qu'il y aura des maths. Quelquefois, ça en effraie certains. Il ne faut pas s'en effrayer. Les maths qu'on utilisera, ce sont juste des outils. On ne va pas faire des maths pour les maths. Et il faut bien voir que le traitement du signal fait partie des sciences appliquées. Ce qu'on utilise, ce sont des objets bien concrets. Donc derrière chaque formule, il faudra voir l'objet physique qu'il y a et ce que ça signifie en termes d'implémentation. On ne se contente pas de jolies formules abstraites. Alors pour finir, on va voir le plan du cours. Donc comme notre objectif c'est de traiter des signaux, eh bien, il va falloir d'abord modéliser ces signaux physiques et les systèmes qui ont donné lieu à ces signaux. Donc ça ce sera l'objet des deux premiers chapitres, dans lesquels on verra un autre type de représentation des signaux, qui est la représentation fréquentielle, et puis on étudiera les systèmes analogiques. Et une fois qu'on aura fait cette modélisation des signaux et des systèmes, eh bien, on pourra passer aux outils de traitement numérique du signal. Alors, pour vous expliquer ça, un petit schéma. Donc, on part d'un signal analogique, qui est une fonction du temps. Dans ce cours, on étudiera surtout les signaux monodimensionnels. Alors, le problème, c'est que nous, comme on est des informaticiens, on a envie de faire le traitement sur un ordinateur, et que les ordinateurs ne traitent pas des fonctions continues du temps. Les ordinateurs, ils traitent des suites de nombres. Donc, il va falloir échantillonner ce signal. Échantillonner, ça veut dire, à intervalles de temps réguliers, prélever un échantillon.
Et là encore, c'est pas tout, parce que les échantillons qu'on va prélever, ils auront des valeurs réelles. Or, les ordinateurs ne traitent pas des nombres réels. Les ordinateurs, ce qu'ils connaissent, ce sont des nombres codés sur un nombre de bits limité. Donc, c'est un sous-ensemble des nombres réels. Par exemple, quand vous avez un signal audio, en général, il est codé sur... il est échantillonné à une certaine fréquence, et chaque échantillon, c'est un entier codé sur 16 bits. Donc, vos échantillons sont... Votre ensemble de nombres possibles est limité aux entiers entre moins 32 000 quelque chose et plus 32 000 quelque chose. Donc, on va faire de l'échantillonnage plus numérisation. Plus quantification. Donc, la somme de ces deux opérations, c'est ce qu'on appelle la numérisation. Échantillonnage plus quantification, c'est ce qu'on appelle la numérisation. C'est pour ça, quand vous achetez une carte audio, il faut faire attention à la fois aux fréquences d'échantillonnage possibles sur votre carte et aussi au nombre de bits de quantification. Les cartes bas de gamme quantifient sur 16 bits, les cartes haut de gamme sur 24, voire plus. Voilà, c'est le nombre de bits de codage des échantillons. Alors, une fois qu'on a échantillonné et quantifié, on a notre signal numérique, donc, qui est une succession de valeurs appartenant à un sous-ensemble de R. Puis là, on va pouvoir faire le traitement numérique. Alors, c'est ce qu'on verra dans la suite du cours. Donc, on verra tous les outils pour le traitement, enfin, une partie des outils pour le traitement numérique du signal, le filtrage numérique, les transformés des foyers discrètes, et comment synthétiser des filtres numériques. Ce sont les outils de base. Et une fois qu'on a traité notre signal numérique, et on a sorti un nouveau signal numérique, et là, on peut faire deux choses. Soit on extrait l'information qui nous intéresse, soit si l'objet des traitements c'est de transformer le signal, eh bien on va sortir un signal analogique. Donc là, il va falloir faire une conversion numérique vers analogique, en escalier par exemple, pour restituer un signal analogique à partir du signal numérique. Voilà. Alors, pourquoi on ne fait pas directement des traitements analogiques? Si on est dans ce cas-là, je prends un signal analogique, je le traite pour sortir un nouveau signal analogique. Je pourrais tout à fait avoir donc, signal analogique, un traitement analogique et mon signal analogique. Alors, ça, c'est tout l'intérêt du numérique. Donc, qu'est-ce que ça signifie un traitement analogique? Si on a des signaux électriques, traitement analogique, ça signifie un traitement avec des résistances, des capacités, des inductances. Et si on a un signal acoustique, ça signifie construire des filtres acoustiques. Tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, ça prend de la place. Un des premiers avantages du numérique, c'est pourquoi le numérique? Pourquoi un traitement numérique? D'abord, pour la miniaturisation. La deuxième raison, c'est la souplesse apportée par le numérique. En effet, si vous faites un traitement analogique avec des résistances, des capacités et compagnie, si vous voulez modifier le traitement, changer certains paramètres du traitement,
vous êtes obligé de dessouder vos résistances et puis d'en souder de nouvelles. Si vous faites un traitement numérique, votre traitement, c'est simplement un programme en C, en Java ou ce que vous voulez, implanté sur un PC ou sur un processeur spécialisé, et vous avez juste à changer vos variables et à recompiler. Donc c'est quand même plus facile. Et puis, ajoutez à ça que votre traitement est quelque chose d'immatériel. C'est un programme que vous pouvez dupliquer autant que vous le souhaitez. La troisième raison, c'est que avec les traitements analogiques, eh bien, vous êtes très limité. Vous êtes limité à des filtres très classiques. Alors qu'en numérique, eh bien, bon, déjà, vous pouvez faire des filtres qui n'existent pas en analogique, et vous pouvez faire des traitements dits intelligents, c'est-à-dire des traitements qui sont à l'interface entre le traitement du signal et l'intelligence artificielle. En particulier, toutes les techniques de reconnaissance vocale relèvent autant du traitement du signal que de l'intelligence artificielle, voire même, dans certains cas, un peu plus de l'intelligence artificielle. Donc, troisième avantage, la richesse des traitements. Enfin, du point de vue de certains signaux, les signaux audio, les images, eh bien, l'intérêt du numérique, eh bien, c'est que vous pouvez compresser vos signaux, les stocker plus facilement. Ça, on ne pouvait pas le faire avec l'analogique. Tant qu'on était cantonné à l'analogique, les signaux audio restaient sur des bandes qui prenaient de la place. Dès lors qu'on passe en numérique, eh bien, vous avez des suites d'échantillons que vous pouvez compresser et stocker sous forme beaucoup plus compacte sur des disques. Voilà, c'est tout. Des questions ? Le problème, c'est que si vous prenez un signal audio, par exemple, l'oreille, elle ne comprend pas le numérique. L'oreille, elle comprend les signaux qu'elle comprend, c'est des signaux analogiques. Donc, typiquement, si on considère le cas du débruitage, je vais avoir un son bruité, et à la sortie, je veux un son débruité. Dans les deux cas, ce sont des signaux analogiques, c'est-à-dire une variation de pression au cours du temps. Bien, donc on poursuit demain. Il y a deux groupes de TD, je crois. Attendez, vous êtes combien? 5, 8, 13, 16. Bon. Alors, normalement, ce que j'avais prévu, c'est, comme là, on n'est pas encore assez avancé pour faire des TD, ce que j'avais prévu, c'est de poursuivre le cours en TD cette semaine. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas encore très nombreux. Je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé. Donc, je vais discuter avec Nicole Vincent. Donc, vous regardez le tableau affichage. Je vais essayer de décider ça aujourd'hui. Soit on poursuit le cours en TD demain et jeudi, parce qu'on a deux groupes de TD. Soit on laisse tomber le TD de cette semaine et on poursuit le cours mardi prochain.